BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Allez, Thibault Langsat, bonjour. Bonjour Stéphane Soumier. Vice-président du MEDEF en charge des TPE, PME, et Emmanuel Barbara, avocat associé gérant d'Auguste Debouzy, c'est comme ça qu'on dit, Madame Barbara ? Assurément, bonjour. Auguste Debouzy, spécialiste en droit du travail. Je vais démarrer avec Thibault. Il y a longtemps que j'avais pas vu les organisations patronales ne rien réclamer, Thibault Langsat, après une réforme politique. Je suis un peu caustique, mais quand même, il faut marquer le coup. Visiblement, vous jugez, c'est une phrase dans les journaux ce matin, la main du président de la République n'a pas tremblé. Non, et puis il faut voir deux choses, Stéphane. Le premier, c'est la méthode. Et là, il y a un consensus sur la méthode. Toute organisation, même si elles peuvent critiquer le contenu, sur la méthode, ça a été remarquable. Parce que pendant 2 mois et demi, on a eu des discussions, tout a été mis sur la table. On est sorti du grand Barnum au Conseil économique et social, avec les postures tant patronales que syndicales, et ça a fonctionné. Donc sur la méthode, voilà quelque chose qui est innovant. Et ça n'altère pas le capital confiance. Après, sur le contenu, bah oui, on pensait avoir un verre à moitié plein, à moitié vide. On a globalement des mesures qui vont toutes dans la bonne direction et qui s'attellent cette fois à régler le problème des PME. Bon, généralement, on était habitué à avoir une forme d'élasticité où on essayait de tirer un élastique et d'englober toutes les entreprises. Là, on peut compartimenter et dire sur les TPE, PME, il y a des vraies avancées. Et ça, c'est audible pour les patrons et les chefs d'entreprise. Parce que le droit social, c'est dans la granulité. Je fais attention à ce que je dis devant un éminent avocat, mais c'est dans le point-virgule. Ce sont des textes compliqués, on rajoute des pages. Là, c'est audible. Je vais vous demander votre sentiment. Effectivement, on va aller dans le point-virgule et c'est bien pour ça que vous êtes là, Emmanuel Barbara. Mais sur la méthode, il faut dire un mot quand même, Thibault Langsat, parce que on discutait hier et vous me disiez, ils ont quand même été d'une habileté redoutable. Cette espèce de one-to-one, là, ce jeu de poker qui faisait qu'en fait, on vous donnait des informations, mais vous ne saviez pas trop quelles informations avaient les autres représentants syndicaux ou patronaux. Finalement, ça a fonctionné. Ça aurait pu être très dangereux à gérer, mais finalement, comme ça a été en totale transparence, ça a fonctionné. Ce que je veux dire, c'est que sur la loi Rebsamen, même sur la loi El Khomri, il y avait des loups. On disait, le gouvernement ne nous dit pas tout. Ils disent aux syndicats... Vous étiez en négociation avec eux dans un cercle on refermé. pensait qu'il y avait peut-être un peu de loups, mais sur le fond, c'est aperçu que les informations qui étaient données, distillés étaient les mêmes pour tout le monde. D'ailleurs, Jean-Claude Mailly l'a salué tout de suite en disant la méthode a changé. Et ça met dans un climat de confiance les négociateurs. On a eu des gens qui ont été à l'écoute et à aucun moment on s'est dit ce qui nous pourrait lâcher ici, ils vont le récupérer autre part. Alors, il y a les décrets d'application. Il y a des curseurs qui ne sont pas encore étalonnés. On regrette sur le fait qu'ils ne soient pas montés jusqu'aux entreprises de 300 salariés, enfin de moins de 300, parce que la carence syndicale, elle est quand même présente. Dans pour la négociation sans syndicat. Mais il y a encore un certain nombre de choses qu'il faut travailler. Mais globalement, sur la méthode, ça renforce le capital confiance que les entrepreneurs avaient sur le gouvernement. Emmanuel Barbara, avant de rentrer dans le point-virgule, votre vision... oui, déjà, le point-virgule. Non, mais c'est vrai qu'il est intéressant. Le point-virgule, c'est ce qui vous fait vivre, à mon avis, Emmanuel Barbara. Absolument. C'est le point-virgule du Code du travail. Mais votre vision générale de ce texte-là, comment est-ce que vous l'avez accueilli ? Écoutez, ce texte a quelque chose de tout à fait singulier, à mon sens inédit. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier, là on se focalise sur le volet numéro 1, mais il est annoncé sur 3 volets en réalité. Donc c'est une réforme assez substantielle de ce que travailler veut dire dans notre pays. Parce qu'il faut ajouter à ce premier volet qui concerne singulièrement les salariés, le monde salarié, etc., et le droit du travail, propre, stricto sensu, rajouter les réformes à venir qui touchent à l'assurance chômage et la formation professionnelle. C'est absolument substantiel. C'est en cela que, pour une fois, on se rend compte que, dans le fond, les sujets qui se posent à notre société, celle d'aujourd'hui, contemporaine, sont transverses. C'est-à-dire qu'on ne résout pas tout ce qu'il y a à résoudre en matière de travail dès lors qu'on touche au contrat de travail, enfin plutôt au droit du travail, et sans toucher, j'allais dire, les autres aspérités qui, ensemble, constituent ce qu'on appelle, dans le fond, la rénovation, la refonte du modèle social. Parce que c'est ça l'enjeu. Comprenez ? Non, mais pardon, j'insiste sur un point. Ah, mais allez-y. Cette loi-ci
telle qu'elle est bâtie, c'est-à-dire qui intègre les canons de notre époque, du 21e siècle, c'est-à-dire la rapidité, un rapport tout à fait comprimé au temps, ce qui n'était pas le rapport que nous entretenions au 20e siècle, d'où les fusions d'hier d'institutions représentatives du personnel, d'où la fixation de délais rapides et précis, etc. Parce que notre vie est au bout du clic, etc., au bout des doigts. Sur le recours au prud'homme notamment. Hein, voilà. Mais tous les recours, les délais qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Donc, et on a intégré aussi un autre point qui est que entre, en effet, une TPE ou une start-up, pour prendre une vision lumineuse de ce qu'est TPE, ou bien une entreprise du CAC 40, ou bien encore une ETI, eh bien, ces entreprises ne répondent pas aux mêmes ressorts, ne sont pas dans le même secteur et font face toutes à la digitalisation, au bouleversement numérique. Par conséquent, il est important de donner la faculté aux entreprises d'être ce qu'elles sont réellement dans leur écosystème à leurs mains. Et la loi ne peut plus rien. Et c'est en cela que c'est assez inédit que pour une fois, la loi ne s'érige pas en « je sais tout et je vais tout vous dire à la virgule près ». C'est je vous laisse entre les mains ce petit stylo et ces règles de fonctionnement en matière de négociation et c'est à vous, messieurs, mesdames, de prendre le sujet à bras-le-corps. Je vais vous faire réagir à ça, Thibault Langsade, mais de ce que vous venez de dire, Emmanuel Barbara, il y a un point important. C'est pour ça qu'il fallait absolument maintenir la confiance de l'ensemble des partenaires sociaux, parce que ce texte n'est rien sans... Alors, Muriel Pénicaud, elle dit les autres faces du Rubik's Cube, sans la formation professionnelle, sans la négociation sur l'assurance chômage. Et donc, on le voit bien, la CGT, là, à ce stade, est totalement isolée dans son opposition. Vous serez encore tous disponibles pour continuer à négocier les autres chapitres qui sont aujourd'hui essentiels. Oui, et il est vrai que les deux autres points sont liés, mais c'est une loi ici qui va redéfinir le contrat social de l'entreprise. Elle redéfinit le contrat social de l'entreprise. Le patron de PME, de TPE, mais même de grandes entreprises, va devoir maintenant négocier avec plus de latitude, mais dans un contrat social. Le patron de PME de moins de 49, il a de nouvelles latitudes dans un cadre de négociation. Et ça, c'est assez nouveau. Beaucoup de patrons disaient à un moment, je voudrais des accords clés en main parce que je veux écarter, en fait, une difficulté de négociation. Maintenant, ça va être inscrit dans son contrat social. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle mission du chef d'entreprise. S'il va vouloir des accords, eh bien, il va devoir négocier. Oui, mais alors je me tourne vers l'avocat, dans un lien de subordination. C'est-à-dire, il va devoir négocier, mais on négocie pas d'égal à égal. Avec des deux tiers de son personnel. Non, mais quand vous avez trois gars en face de vous, à quoi elle ressemble la négociation? Vous n'êtes pas sur une majorité des deux tiers des personnes. Je suis d'accord, mais on parle de... Oui, mais vous n'avez pas besoin d'accord d'entreprise pour une boîte de... On est sur les moins de 20. Bah oui, mais donc... Mais pour 3, non, mais je veux dire, sur les moins de 20, Emmanuel Barbara, non, même si vous avez 10-12 gars, la négociation, ça peut être une réelle négociation. On n'est pas là dans un chef d'entreprise qui aura les moyens d'imposer exactement ce qu'il veut à l'ensemble de ses salariés. Eh bien non. Aussi curieux que ça paraisse, non. C'est-à-dire, pardon d'être un peu, peut-être iconoclaste, ou un peu, j'allais dire, optimiste sur cette vision stéréotypée de ce que l'employeur, il peut tout, parce qu'il s'appelle employeur, et parce que... Et quant aux salariés, le malheureuse victime, etc. On a un tout petit peu oublié dans quel contexte on vit. Je vous rappelle qu'il y a 6 mois, on s'interrogeait sur le point de savoir si c'était la fin du travail, si on était tous au revenu universel, etc. Et que donc, parce que les robots, parce que... Or, en réalité, aujourd'hui, on est dans une phase, en tout cas, je ne sais pas ce qui sera de l'avenir, mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans une phase intéressante où les compétences, celles qui permettent de passer au stade d'après, de passer d'une entreprise à l'ancienne, si je puis dire, à une entreprise dans le temps et qui connaît, qui fait face, j'allais dire, à ses objectifs et à ses, comment dirais-je, ses objectifs, a besoin de compétences tout à fait singulières et qui sont entre les mains de jeunes ou de personnes qui ont le savoir. Et par conséquent, ça rebat quelque peu les cartes. J'ai besoin de vous. Donc, d'une certaine façon, si d'aventure le caractère sclérosé de la vision qu'on a de l'entreprise, enfin stéréotypé, demeurait, pour une grande part aujourd'hui, il y a besoin de compétences et donc il y a besoin d'attirer les talents. Je vous rappelle quand même qu'une grande majorité de jeunes gens nous expliquent qu'ils ne veulent pas subir le contrat de travail. Donc il y a quand même il faut revaloriser la position de salarié et faire en sorte qu'ils viennent chez vous. Et par conséquent, il n'est pas obligatoire de se trouver dans l'image que l'on veut bien avoir, mais très traditionnelle, qui vient du 19e siècle, avec Emmanuel la littérature qui vont bien. Par exemple, la première poche d'embauche, les gros bataillons du commerce aujourd'hui, les gros bataillons des vendeurs qu'on trouve dans les magasins, ils sont pas
pas dans le profil que vous venez de décrire. Et ces gens-là, on peut penser que la négociation, elle va être compliquée. Évidemment, il y a des chefs d'entreprise qui ont tout intérêt à négocier loyalement parce que derrière, ça fait sans doute davantage de productivité. Mais bon, non, mais attendez, vous savez, angélique dans l'autre sens. Non, Voilà. on peut pas être, non, mais justement, on ne peut pas être angélique dans les deux sens. Il s'agit d'humains à la manœuvre, que ce soit les uns ou les autres. Et vous savez ce qu'est l'humain dans ces affaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, au gré d'une loi, d'une disposition, d'une position sur un état de fait, appréhender tous les cas de figure et la plus ou moins mauvaise foi. En gros, vous êtes en train de me parler de la mauvaise manière, etc. Eh bien, les lois ne sont pas faites pour considérer que 100% du coup serait dans la catégorie des mauvaises foi. Laissons le crédit, laissons la partie se jouer et voyons ce qu'il en est. Il faut faire un tout petit peu confiance. On ne peut pas dire j'ai confiance et puis dire attention, parce qu'on pourrait avoir une attitude susceptible de ne pas... C'est un pari. Non, mais voilà, c'est un pari. Et c'est 50% quand même. Enfin, je veux dire, je parle des entreprises au-delà de 50. Il faut avoir 50%. Ça va vous faire moins de travail, cette histoire, à l'arrivée? Écoutez, est-ce que c'est un coup dur pour les avocats? Je me posais la question pour les avocats spécialistes du droit du travail. J'ai le sentiment qu'on a encore un peu de travail sur la planche et à cet égard, je suis ravie qu'on ait toujours un peu de sponsoring de la part des gouvernements successifs du point de vue de notre activité. Mais sur le fond, ce ne sera pas les mêmes sujets. Mais ce n'est pas si simple. Je veux dire par là qu'il y a 200 pages quand même, qu'on n'a pas fini de lire. Pardon, je n'ai pas eu le temps de lire toutes les pages encore. Et le diable est dans le détail, le raccord avec le reste du code, l'interprétation judiciaire, et puis l'interprétation du terrain. Donc on n'est pas encore en situation d'avoir, j'allais dire, le droit qui se déploierait de façon aussi simple que l'on imagine. Thibault Langsat, je reprends les points clés pour les TPE-PME, puisque visiblement elles sont vraiment au cœur. Donc plafonnement des indemnités prud'homales, plafonnement à un niveau finalement qui n'est pas le niveau élevé que vous redoutiez. Oui, mais je voudrais le dire, et ça va peut-être vous surprendre, c'était pas le point le plus attendu pour les patrons de PME. TPE. Non, mais 50% des PME n'ont pas. Pardon. Je vais donner les cas. Donc, celui-là, oui. En gros, vous me dites, on peut parler anglais, c'est le nice to have. Il est important. Ok. Droit à l'erreur. Il est capital parce que justement, dans les petites entreprises, on va vite. Parfois, on s'affranchit d'un certain nombre de conseils, et donc on commet des erreurs. Et beaucoup d'entreprises, même 80% des condamnations, on retrouve des problématiques de forme et non pas sur le fond. Donc c'est le courrier qui arrive en retard, c'est des adresses qui sont mal mentionnées, des droits qui ne sont pas tout à fait respectés, qui emmènent des condamnations qui sont disproportionnées, et là on rectifie le tir. Mais c'est là où il va falloir quand même voir l'appréciation du juge. C'est là où la jurisprudence quand même va construire, et c'est... Nous verrons, mais il y a une note d'ambiance qui a été en effet donnée au travers des textes, où l'on voit bien qu'à la fois le droit à l'erreur et en matière de licenciement, l'idée qu'il pourrait y avoir des modèles et des rappels de ce que les uns les autres, salariés comme employeurs, doivent accomplir dans les droits et les obligations des uns et des autres, est peut-être susceptible d'atténuer ce point-là. Mais ce que vous soulignez là, du point de vue, j'allais dire, du ressenti de l'injustice, et pardon de parler de l'injustice ressentie par l'employeur, Je vous en prie. Mais c'est essentiellement, c'est un point extrêmement crucial que celui-là, c'est-à-dire cette idée qu'il faudrait sortir des plus grandes écoles du droit du travail et être estampillé spécialiste pour faire face. Et ça, c'est en fait lié à notre histoire de sophistication, car nous sommes des êtres ingénieux et intellectuellement très aimant la perfection, et donc forcément sur le terrain, on ne retrouve pas nécessairement toutes ces perfections qui ne sont pas compréhensibles et lisibles. Donc là, il faut espérer que ça s'améliore. Le troisième point, donc on en a largement parlé, négociation directe avec les salariés. Et quatrième point, l'obligation pour les branches de mettre en place en fait des accords qui pourraient être livrés clé en main. C'est ça le sujet, Thibault, livrer clé en main aux TPE-PME. Il y avait un débat, mais moi j'y étais plutôt favorable, parce que justement, le patron de PME, il va faire beaucoup de choses. Il y a ce nouveau contrat social. En revanche, il faut aller vite aussi et d'aller prendre un contrat clé en main, un contrat de mission, un contrat de chantier qui permet d'aller très très vite, va être nouveau. Alors certaines branches l'avaient fait, notamment dans le bâtiment, dans le service à la personne, le contrat prend fin au décès de la personne. Bon, eh bien on va pouvoir l'étendre. Et ça, c'est réellement nouveau. Alors, il y a des garde-fous, parce qu'il va falloir quand même négocier. Toutes les branches n'arriveront pas à négocier, parce que derrière, il y aura des contreparties, il y aura des spécificités, mais c'est réellement une avancée. Grandes entreprises quand même, Thibault Langsat, la rupture conventionnelle collective, on nous dit que là il y a un élément très très important. Donc à partir du moment où vous êtes sur des plans de départ volontaires, vous n'êtes plus obligé de passer par un plan de sauvegarde de l'emploi qui était une procédure assez lourde.
Comment Moi, est-ce que je vous regardez trouve ça une véritable avancée. J'avoue que je le découvre. Pour avoir mis un plan de sauvegarde de l'emploi dans une entreprise il y a quelques années, et un regret, parce qu'il y a des critères, il y a des points qu'on attribue, et on fait un ranking du personnel. On est amené à se séparer de personnels qui sont parfois pas forcément ceux qu'on aurait aimé faire partir, mais c'est ainsi, et donc ça va donner de la souplesse, tout ceci dans un cadre de négociation. Donc c'est plutôt pas mal. Emmanuel Barbara. C'est un outil à la disposition des partis, encore une fois, un accord majoritaire. Hein. Mais On quand on voit en sur parle le ce terrain... matin, moi, pour être très franc, on en parle ce matin. On pense notamment aux grandes banques qui vont sans doute avoir des plans, qui sont en train d'ailleurs de négocier des plans massifs de départ volontaire. C'est sûr que là, ça va leur faciliter la tâche. Absolument, mais vous aurez observé qu'au gré des informations que l'on a le matin, on explique souvent que telle entreprise met en place un plan de départ volontaire, aucun licenciement subi à la clé. C'est quand même énorme, parce que licenciement subi, voilà un oxymore intéressant. Enfin, licenciement subi. Donc on peut dire que l'air du temps est celui du plan de départ volontaire. Le plan de départ volontaire qui répondait néanmoins aux conditions vaguement posées en matière de PSE, donc ça donnait un niveau de complexité et surtout d'articulation pas très conforme à l'intuition qu'on peut en avoir. Bref, cette appellation nouvelle qui est assez intéressante en ce qu'elle met en exergue la volonté des partis, la volonté de celui qui part et la volonté de l'employeur, à l'instar de ce qui a marché, si je puis dire, en matière de rupture conventionnelle individuelle. Exactement. Et ça a marché au sens que tout le monde est content de ce dispositif. Thibault Lancade, choc de confiance ou pas ? Oui, pour le moment, il y a un choc de confiance, il faut être très clair. Alors, il va falloir le corréler sur ce qui va se passer sur l'exercice du projet de loi de finances, mais on est très clairement sur un choc de confiance. Il y avait une attente qui était très forte. Moi, j'ai passé 2 jours à l'université d'été où BFM était présent. Les entrepreneurs étaient déjà positifs, mais là, globalement, ils sont confortés dans une position. Il faudra regarder la granularité, on peut dire que c'est insuffisant, il faut rester attentif. Mais oui, il y a cette capacité de réforme, et on n'est pas déçu sur cette capacité de réforme. De là à dire qu'on a tous compris très exactement les 200 pages qui ont été données, on va laisser ça à des spécialistes pour bien s'assurer que le tuning non, mais finalement, mais oui, il y a ce choc de confiance. Parce que, à part Emmanuel Barbara et vous, personne n'ira les lire, ces 200 pages. Donc derrière, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est l'ensemble du discours. C'est pas tout à fait faux. Mais c'est l'ensemble du discours et du bruit médiatique et la façon dont ça va être perçu par les chefs d'entreprise qui va faire qu'à un moment, il se passe quelque chose ou pas. Et la position des syndicats est importante, même si la CFDT a pris une position, on va dire, de considérer que c'était insuffisant, que ça n'allait pas dans la bonne direction. Je trouve que la CFDT a joué un rôle important, mais depuis ces dernières années, parce qu'elle a contribué à mettre en place cette direction, ce vecteur qui est... Le terme était barbare, l'inversion de la hiérarchie des normes, mais on y est, on ne peut plus l'utiliser parce que ce n'est pas tout à fait politiquement correct, mais globalement, c'est de laisser de la place aux entreprises. Et c'est là où les syndicats vont pouvoir revenir sur une forme de cogestion. On ne met pas la charrue avant les bœufs, et peut-être que ça pourra porter ses fruits dans le long terme. Thibault Lancade, vice-président du MEDEF, Emmanuel Barbara, avocat associé gérant d'Auguste Debouzy, spécialiste en droit du travail. Merci infiniment, Madame Barbara. Merci Thibault. Il est 8h30, c'est BFM Business.